À la une, ce soir. Si on décide d'investir 40 milliards de dollars dans un TGV, quels sont les projets auxquels on renonce? Le PQ dit non au TGV et réclame au fédéral l'argent du projet. Le Québec ne met pas d'argent, donc fondamentalement, la province ne met pas de financement. C'est le gouvernement fédéral qui le fait. Là, on va le faire et on va bien le faire. Ottawa interdira les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Il y a un sentiment d'urgence qui devrait nous animer, parents, concitoyens, adultes, face à un danger qui pèse sur notre jeunesse. De meilleurs traitements contre les dépendances. Entrevue avec le député Luc Berthold qui passe du deuil à l'action. Il est 17 h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, le projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto fait déjà débat avant même de voir le jour. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est clair, si son parti prend le pouvoir, le Québec va se retirer du projet. Un projet quand même estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars qui, selon le PQ, soulève des enjeux politiques, économiques et identitaires. Laurence, donc, comment le PQ justifie son opposition au projet exactement? Oui, une annonce qui a surpris un peu tout le monde ce matin. Ce que le PQ dit, en fait, c'est... Bon, ils sont pas contre là, un projet de TGV, mais selon eux, on n'a pas besoin d'un grand projet d'infrastructure comme celui-là en ce moment. Ce qu'il faut, c'est plutôt mettre de l'argent dans les infrastructures qui sont vétustes, là, comme nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Selon le PQ, là, la part du Québec dans ce projet-là serait d'environ 40 milliards de dollars. C'est une somme qui n'a pas été confirmée, par contre, mais pour eux, on pourrait faire beaucoup là, avec cet argent-là au lieu de construire un TGV. C'est une annonce qui a également surpris les autres partis. Ça a suscité de nombreuses réactions, à commencer par l'ancien premier ministre François Legault qui a écrit sur X qu'en rejetant le projet de TGV, le PQ défend indirectement la vache à lait d'Air Canada. Voici là, le PQ ainsi que les réactions des autres partis. On va utiliser notre argent pour nous imposer un projet qui, à l'heure actuelle, n'est pas prioritaire à nos yeux et aux yeux de tous les politiciens qui se sont prononcés aujourd'hui depuis les quelques dernières semaines. C'est insensé, là. On dirait qu'ils se donnent le mot pour refuser ou dénigrer tout ce qui vient du gouvernement fédéral. Donc, s'attendre à ce que ce soit transféré intégralement pour les écoles, les hôpitaux, les routes du Québec, c'est méconnaître le fonctionnement des relations avec le gouvernement fédéral. Ça fait pas de sens. Disons que c'est pas surprenant de leur part qu'ils ne sont pas dans la construction de ponts entre le Québec et l'Ontario. Moi, je pense que ça manque beaucoup d'ambition de la part du Parti québécois de mettre le choix de cette façon-là. D'ailleurs, Joël Arsenault sera avec nous, Laurence, dans une trentaine de minutes. Autre sujet, les consultations sur le projet de loi sur l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans ont eu lieu ce matin. Est-ce que ça a été éclairant pour les parlementaires? Oui, bien, généralement, les partis se sont dissatisfaits là, de ces consultations-là. Ils ont notamment entendu l'Ordre des pharmaciens, l'Association des cardiologues aussi, qui ont déjà donné leur appui à ce projet de loi-là. Les parlementaires ont également entendu l'INSPQ qui a dit que les jeunes n'avaient aucun bénéfice à consommer des boissons énergisantes. Il y a un témoignage, par contre, qui détonnait un peu du lot, là, celui de l'Association canadienne des boissons, qui était là, évidemment, pour défendre l'industrie. En gros, eux, ils soutiennent que les boissons énergisantes sont sécuritaires, conformes aux exigences de Santé Canada et que de toute manière, il n'y a pas beaucoup là, d'adolescents qui en consomment et ça a donné des échanges assez tendus avec la ministre de la Santé. Je trouvais que les arguments étaient très faibles. Ils ne concernaient pas les jeunes en particulier. Leur argument concernait la population générale. Alors, je trouvais que c'était vraiment pas... ça m'a pas convaincu. Trouvez-vous ça que Lobby des boissons énergisantes, c'est ça leur job. C'est de venir puis nous dire que il faut pas l'interdire. C'est leur travail à eux. À la lumière de ce qu'on a entendu ce matin, vous voyez l'importance d'avoir des consultations et de ne pas adopter ce projet de loi-là à la va-vite. Cela étant dit, on a un député sur 125. Là. On n'est pas ici pour faire de l'obstruction systémique ou systématique. Des consultations qui, d'ailleurs, ont eu lieu après l'opposition du Parti conservateur qui s'opposait à l'adoption rapide de ce projet de loi-là. À suivre. Merci, Laurence. Puis, il y a un autre projet de loi qui vise les jeunes. Je vous parle du gouvernement fédéral qui veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est une mesure qui est présentée comme nécessaire pour protéger les jeunes d'un environnement numérique de plus en plus préoccupant. Mais cette proposition-là soulève déjà plusieurs questions. Efficacité réelle, enjeux de liberté et capacité d'application. Lily Mercure.
Le gouvernement de Mark Carney interdirait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le projet de loi sur la sécurité numérique pourrait être présenté au plus tôt demain, d'après le Globe and Mail. Là, en ce moment, il y a un sentiment d'urgence qui devrait nous animer. Jean-Sébastien Giroux fait partie d'un groupe d'entrepreneurs du milieu de la technologie qui ont récemment lancé une pétition pour interdire l'accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. Il est devenu de plus en plus difficile dans nos maisons respectives de gérer adéquatement, en tant que bons parents, les questions autour de l'accès aux réseaux sociaux. Papa, maman, est-ce que je peux avoir un compte sur TikTok, sur Instagram? Des questions qui viennent de la part de nos enfants de 9, 10, 11, 12, 13 ans surtout, là. Puis de plus en plus, en réponse après notre non, ce qui venait comme question, c'était « mais pourquoi? Toutes mes amies sont là-dessus. » Et on partage le sentiment que les parents en ont beaucoup sur les épaules, puis il y aurait besoin d'un petit coup de main. Le Canada emboîterait le pas à l'Australie qui a mis en place une mesure similaire en décembre dernier. Jay Grandmont est spécialisé en marketing d'influence. Il prône l'éducation plutôt que l'interdiction. Moi, je pense que c'est important de prendre des décisions de la sorte, certes, mais il faut surtout penser que c'est pas la solution finale. Moi, je pense que c'est un propos qui est très nuancé. Si cette décision-là est mise de l'avant, moi, je considère qu'il faut continuer de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi aux médias sociaux, à la culture numérique, culture du web. Et il faudrait continuer à faire même des formations et pas se cacher les yeux derrière « on a réussi à interdire ça ». Problème réglé. Je pense que le travail commence aussi maintenant beaucoup plus qu'on sensibilise à ça. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Peut-être que si, on arrive à la restriction plus tôt, j'aurais été plus souvent dehors avec mes amis. Moi, je commence à m'inquiéter un peu parce qu'on voit de plus en plus des petits-enfants sur TikTok qui font du n'importe quoi. Je pense pas que c'est un grand enjeu, les réseaux sociaux en bas de 16 ans, si c'est bien encadré. La grande question qu'on se pose, c'est advenant que le projet de loi est adopté, comment s'assurer que les adolescents vont pas contourner les mesures en place? L'utilisation d'une technologie d'estimation d'âge. Ça, pour nous, c'est absolument essentiel. Ce sont les technologies les plus innovantes et surtout les plus respectueuses de la vie privée des usagers potentiels. Sans rentrer dans un gros discours tech, ça estime en 1 ou 2 secondes l'âge de l'usager sans que rien ne sorte du téléphone, rien qui sort de l'appareil. Pas de photo, pas de nom ou nom de famille, pas d'adresse IP. Je suis pour un peu l'interdiction aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux reliés à l'intimidation. Peut-être pas à 16 ans. Plus avant 14 ans, ce serait idéal. C'est la semaine prochaine que se tient le sommet du G7 à Évian, en France. La protection des mineurs en ligne fait partie des thèmes. Le président français Emmanuel Macron a même annoncé vouloir interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Salut Alain. Salut Marie-Christine. C'est un sujet quand même très intéressant qui nous touche personnellement ouais. parce qu'on a des enfants. Tes enfants sont un petit peu plus vieux que les miens, mais tu as eu cette problématique-là. Qu'est-ce que tu en penses d'abord de cette interdiction-là formelle à partir de 16 ans? C'est une bonne ou une mauvaise idée? Bien, je pense que l'idée, il y a un problème de santé publique. Il y avait 2 enjeux. Premièrement, d'avoir accès à certaines informations, à certaines images. Je pense à la pornographie particulièrement. Puis il y a le temps que les jeunes passent devant leur écran via les réseaux sociaux. Au Québec, on a interdit les téléphones dans les écoles. Mais la réalité, 16 ans, là, Marie-Christine, c'est les jeunes qui s'en vont à leur balle de finissant dans quelques jours. On commence à être vieux, là. Oui, secondaire 4, secondaire 5. C'est ça. Ouais. Je trouve sincèrement qu'on a été peut-être un peu loin. Déjà, 14 ans, ça aurait été très intéressant de mettre une ligne à ce niveau-là. Mais à la base même si on mettait en place une telle réglementation, comme le dit l'intervenant juste avant dans le topo, s'il n'y a pas de sensibilisation, d'éducation, si on ne trouve pas une façon de montrer aux jeunes comment s'en servir, ils vont contourner, comme ça a été fait en Australie. Parce qu'en Australie, là, depuis quelques mois, c'est en application à partir de 16 ans. Il y a à peu près 5 millions de comptes qui ont été fermés. Mais la réalité, c'est que 70 % des jeunes ont trouvé... contourné une façon parce que les compagnies... sont brillants. Puis pas juste ceux qui sont brillants. Oui. Les compagnies ont besoin d'eux, ils ont besoin de leur clic pour vendre leur publicité. Donc, à la base même, s'il n'y a pas de courage politique des gouvernements pour mettre des sanctions... Mais qu'est-ce que ça sévères, prendrait, des sanctions? Bien, sévères, là, réellement. Là, puis de façon... imaginons, là, si le gouvernement disait, si un jeune en bas de 14 ou 16 ans a accès à de la pornographie via son réseau, 1 milliard, j'imagine, 1 milliard de pénalités par jour.
crois-moi, Marie-Christine, que les compagnies mettront en place les balises nécessaires avec leur technologie, comme lorsqu'on se parle, puis on va se dire on va partir en vacances en Espagne. Ouais. Puis là, on se rend compte que... par exemple. Non, mais on comprend qu'on va recevoir de la publicité assez rapidement parce qu'ils ont accès à toutes sortes d'outils. Là. Et justement, les réseaux sociaux, là, les ciblent les jeunes souvent, puis ça devient addictif, on le sait. Mais la question aussi que je me pose, pourquoi il n'y a pas davantage de sensibilisation dans les écoles, qui est un cours... Tu sais, quand on était jeune, il y avait FPS, la formation professionnelle et sociale. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des cours comme ça qui pourraient être donnés aux jeunes? Bon, la première des choses, c'est que le personnel lui-même est-il armé? Est-ce qu'il maîtrise assez les réseaux sociaux? On voit que les jeunes, ne sont plus sur Facebook. Ils nous dépassent. Ben oui. Ils utilisent des réseaux sociaux qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Mais oui, on devrait investir là-dessus, dans la sensibilisation, dans l'éducation, à la base même. Parce que si on essaie de se cacher en disant il y a un règlement, puis les problèmes sont réglés, on va passer à côté. Les réseaux sociaux, il y a l'intelligence artificielle aussi que les jeunes utilisent davantage. Mais les réseaux sociaux ont un objectif, c'est de capter l'attention, tandis que l'intelligence artificielle est un outil. Bon, on part en Espagne quand? Je ne sais pas. Le téléphone va nous le dire. Merci, Alain. À demain. Bonne journée. Ottawa criminalise la stérilisation forcée. La Chambre des communes a adopté la loi attendue devant des survivantes très émotives. Elle milite depuis 2015 pour une modification du Code criminel. Il y aurait 15 000 Autochtones stérilisés sans leur consentement depuis les années 1890. Ce sera maintenant considéré comme une agression grave, passible d'une peine maximale de 14 ans de prison. C'est une vive déception pour la famille de Loreana Echaquan. Les fouilles sur un terrain de soccer de Joliette pour retrouver les restes du bébé autochtone n'ont rien donné. 4 sites avaient été identifiés par les archéologues, une équipe canine et le géoradar. Malgré tout, la famille n'a pas l'intention d'abandonner et réfléchit à de futures étapes. Vous l'avez peut-être remarqué, la Ville de Montréal a fermé plusieurs de ses fontaines aujourd'hui pour inciter les résidents à limiter leur consommation d'eau. Un geste symbolique, mais qui reflète quand même une réalité qui est de plus en plus préoccupante. En juin, c'est le mois de l'eau au Québec et plusieurs municipalités et organismes sonnent l'alarme sur la pénurie qui commence à se faire sentir. Lila Mouche s'est rendue en Montérégie pour discuter de ce phénomène. La Ville de Montréal, par ce geste de couper les fontaines d'eau, veut donner l'exemple. Parce qu'on se souvient, le 29 mai dernier, la Ville avait demandé à la population de réduire leur consommation d'eau, alors qu'une conduite importante d'eau dans le quartier Atwater doit être changée. Depuis, la consommation d'eau a baissé, mais peu. À Montréal, le 29 mai dernier, on consommait par jour 1,17 milliard de litres d'eau. Et le 7 juin, 1,15 milliard de litres d'eau. Le seuil à ne pas dépasser par jour à Montréal reste de 1,45 milliard de litres d'eau. Alors si à Montréal, on veut conscientiser la population, ailleurs au Québec, on sonne l'alarme. Plusieurs organismes, chercheurs ou encore municipalités croient que la situation va s'aggraver en raison des changements climatiques. L'enjeu préoccupe particulièrement la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay, qui demande au gouvernement du Québec de déployer rapidement un BAP consacré aux pénuries d'eau. Ça fait 10 ans qu'on a vraiment des données scientifiques qui nous prouvent clairement que la ressource en eau est en diminution. Il est peut-être temps au gouvernement d'agir. Le côté agricole, présentement, ils ont des problèmes, ils sont obligés de creuser leurs puits plus creux pour avoir plus d'eau. C'est que la nappe phréatique est plus basse. Puis c'est ça, on parlait tantôt des problèmes qu'on a à Montréal et un peu partout actuellement. C'est pas le même problème qu'on a, nous, à Montérégie, mais c'est un problème qui se retrouve à la grandeur du Québec. Même si le Québec possède 3 % des réserves d'eau douce de la planète, il a connu ces dernières années des déficits d'eau qui ont entraîné des conséquences pour plusieurs régions au Québec. Et c'est le cas là où je me trouve, dans la MRC de Roussillon. Si je vous dis aujourd'hui, on paye l'eau ici, ça vous ferait quoi? Je pense que ça ferait du sens parce qu'il y a quand même du gaspillage souvent. Donc, puis on voit que la rivière est de plus en plus basse à chaque année, donc c'est alarmant. Je suis près d'un lac, dans une municipalité où il y a 100 lacs. Fait que le problème d'eau, pour l'instant, nous, on n'en a pas. Mais ça vous inquiète pour l'avenir ou pas encore? Probablement Montréal, oui. Dans certaines régions, sûrement, mais pas où je reste. Mon conjoint est agriculteur, puis déjà à Saint-Rémy, nous, ils viennent pomper dans les champs. Fait que, oui, c'est un gros enjeu auquel on réfléchit. Si on devait faire payer maintenant pour l'eau, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne mesure? Peut-être que ça ferait un petit peu calmer les gens sur leur consommation? Ça dépend quel tarif, parce qu'on a déjà de la difficulté avec le coût de la vie, mais je pense que pour certaines personnes qui ont peut-être plus de moyens ou un tarif léger, ça pourrait conscientiser certaines personnes de ne pas gaspiller, oui. C'est assez limité, finalement, ce qu'on peut faire comme économie d'eau avec une
une tarification. La sensibilisation, l'éducation va donner des résultats à beaucoup plus long terme. On est en train de piger dans des réserves et c'est là où on sonne l'alarme un peu avec l'organisme de bassin versant de la SCABRIC et des élus en fait de la région, c'est qu'on demande en fait de faire un état de situation. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le portrait clair de qui consomme de l'eau, quelle quantité on a besoin, pour quel usage et dans quelle région du Québec? Alors, est-ce qu'il faudrait maintenant que chacun mette sa pierre à l'édifice? Peut-être. À Sainte-Martine, Lila Mouche pour Nouveau Info. Il fait beau, il fait chaud. On est en ce moment ici à Saint-Léonard et c'est pas pour jouer au baseball, au tennis, se baigner. On est plutôt là pour visiter une caverne. Depuis les années 80, les gens pouvaient visiter la caverne de Saint-Léonard, mais seulement pour une petite section précise. En 2017, ils ont fait la découverte d'une nouvelle galerie qui pourra désormais être visitée par le public à partir du mois de juillet dans un nouveau parcours. Ils ont passé une petite caméra là, en fil, puis ils ont été capables de voir de l'autre côté un plus grand passage. Cette fissure-là, bien, elle a fasciné là, pendant longtemps les spéléologues, justement, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Dépendamment du moment de la journée, on sent un courant d'air par ici. Fait que pour les spéléologues, un courant d'air, c'est souvent un signe que la grotte elle va continuer plus loin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'info, hein? Et c'est un phénomène un peu spécial qu'on appelle le glaciotectonisme. Donc ça, c'est vraiment unique à la caverne de Saint-Léonard. Les couches n'ont pas toutes la même réaction à la friction. Les couches du dessus ont glissé plus que les autres et ont refermé la caverne. Ce qui fait qu'on a une caverne et non juste un trou dans le sol. Vous voyez le gros pic ici? Là? Bam, bam. Il rentre parfaitement de l'autre côté ici. Bam, bam. Le premier réflexe des scientifiques a été de dire c'est de la roche calcaire, ça a été fait par la dissolution comme toutes les autres cavernes. Mais ça ne donnerait pas ces formes-là. Ça marche pas. Donc là, il a fallu inventer une nouvelle théorie pour expliquer tout ça. À travers cette petite aventure, je vous demanderais de porter une attention particulière à ce que vous allez voir au plafond. Donc, bienvenue au quai, qui est la fin de notre parcours, mais on est dans la galerie de l'écho. Donc, si on s'approche par ici, oui, on a un petit peu d'écho. Normalement, pour venir ici, là, il fallait venir en kayak, mais ça continue là, quand même loin, la caverne. As-tu déjà été jusqu'au bout complètement dans la caverne? Oui, j'ai déjà été jusqu'au bout là, pour aller voir un petit peu. Donc, ce kayak-là, il était dans l'eau. Puis ensuite, le niveau de l'eau a commencé à diminuer, puis là, le kayak est resté coincé dans la roche. Moi, je trouve ça préoccupant, honnêtement, parce que c'est probablement le début d'été où le niveau semble le plus bas. Là. Moi, ça doit faire à peu près 4 ans que je viens ici là, régulièrement. Ah, ça dit bien. Wow, la lumière du soleil. Ah, mais c'est un succès. On revient sur le décès d'une fillette de 3 ans dans un parc glacial lors d'une fête communautaire. Elle se trouvait, rappelez-vous, dans un jeu gonflable emporté par des vents violents. Bien, il y a une veillée à la mémoire de la petite Ava qui va se tenir ce soir dans le parc Ouellette. La famille veut souligner ses 3 années de vie, ses sourires et partager des souvenirs. Les participants sont invités à porter des couleurs vives en son honneur. Une enquête pour meurtre est ouverte à Jonquière après la découverte d'un corps. Les détails. C'est Frédéric qui nous parle en direct de Trois-Rivières ce soir. Alexandra est en Estrie, mais je commence avec toi, Louis-Mathieu, au Saguenay. Une enquête pour meurtre qui est ouverte dans le secteur Jonquière après la découverte d'un corps sur une piste de VTT. Exactement, le corps en fait d'un homme de 45 ans qui a été retrouvé donc sur un sentier de VTT aux alentours de 19h45 hier dans le nord de Jonquière à Kenogami exactement. Et c'est un citoyen qui a aperçu le corps qui a par la suite rapidement appelé les autorités, le service de police de Saguenay ainsi que la Sûreté du Québec se sont rapidement dépêchés sur les lieux et ont aussi rapidement déclaré qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Cette hypothèse a été confirmée un petit peu plus tôt aujourd'hui par la Sûreté du Québec. On peut d'ailleurs entendre la porte-parole de la Sûreté du Québec à ce sujet. Donc, effectivement, depuis hier soir, on est sur les lieux pour analyser la scène et on y est retourné ce matin également. Donc, à l'heure où on se parle, par contre, l'analyse de la scène est terminée. On vous confirme en fait qu'on est en train de faire une enquête pour homicide. Avec les éléments qu'il y a présentement dans l'enquête, il n'y aurait pas de lien avec la violence armée, là. Mais l'enquête est en cours, donc à suivre.
C'est la deuxième fois en seulement 2 jours que des corps sont retrouvés inanimés sur le territoire de Saguenay. Quelques citoyens ont mentionné être inquiets de ces événements. Par ailleurs, la Sûreté du Québec a rappelé qu'il n'y a aucun lien à faire entre les 2 événements, donc le corps qui a été retrouvé dimanche à la baie et celui qui a été retrouvé hier soir à Jonquière. Merci de la précision. Merci, Lou Mathieu. Alexandra, maintenant, une nouvelle technologie à l'hôpital Le Fleurimont qui permet de mieux détecter les cancers de la prostate. C'est une nouvelle technologie par biopsie de fusion IRM, Marie-Christine. Bon, c'est assez technique, là, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet, dans un premier temps, de mieux trouver l'endroit où se cache le cancer dans le corps. Également, d'éviter des biopsies intrusives non nécessaires. Et ce sont des points non négligeables, hein, quand on sait qu'au CHU, on fait approximativement 800 biopsies par année. Le cancer de la prostate est également le 3e cancer le plus mortel chez les hommes au Canada, et juste au CHU Fleurimont, on en diagnostique en moyenne 1 par jour. On va écouter l'oncologue responsable du dossier nous expliquer comment ça fonctionne. Avec cette nouvelle technologie-là, ce qu'on peut, c'est faire une fusion d'images, un peu ce qu'on appelle comme une réalité augmentée, dans laquelle ce qu'on voit avec l'échographie, tout ce qui avait été fait au travail au préalable avec l'IRM, on peut le voir en même temps. Le but, c'est de ne pas justement s'attarder à des cancers de faible agressivité qui ne causeront aucun danger pour la santé des patients, mais d'identifier ceux chez qui ils peuvent progresser éventuellement, tuer le patient. On évalue en moyenne que 100 à 200 hommes vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie par année. Également, la Fondation du CHU qui a permis l'achat de ces équipements en contribuant à une hauteur de 250 000 $ via le Fonds Santé des hommes. Merci beaucoup, Alexandra. Frédéric, maintenant, à Trois-Rivières, tu nous parles d'une ressource pour personnes en situation d'itinérance qui a été sauvée in extremis. IDE Trois-Rivières a permis de sauver la halte douceur qui est opérée par l'organisme Point de Rue au centre-ville de Trois-Rivières. En fait, le bâtiment qui abrite la ressource pour personnes en situation d'itinérance a été mis en vente et donc l'organisme risquait de perdre ses locaux qui sont 100% adaptés à leurs opérations. C'est alors que Innovation Développement économique Trois-Rivières a choisi d'acheter le bâtiment, mais dans l'objectif de le revendre par la suite à l'organisme Point de Rue lorsqu'il en aura les moyens. L'acquisition du bâtiment a coûté 1,5 million de $ et sera revendu au même prix à l'organisme. Tous les acteurs du milieu sont d'accord pour dire que c'est une ressource qui est essentielle au centre-ville de Trois-Rivières, surtout avec la montée des besoins. C'est un sauvetage qui est arrivé à minuit moins une. Là, on est en train de s'effondrer, de se caler. Puis finalement, IDE est venu nous chercher juste à la dernière minute. La mission chez IDE, c'est de créer de la richesse collective. Et là-dedans, il y a un volet humain qui est très important pour nous aussi. Il va y avoir une bâtisse, il faut qu'il y ait du monde dedans pour s'occuper des personnes. Là. Donc, cette partie-là, mais ça, c'est financé par le gouvernement du Québec. Donc, il faut qu'il y ait une implication financière et on espère que ça ne tardera pas. On espère que ce ne sera pas juste des promesses électorales. L'organisme souhaite un jour pouvoir être ouvert à l'année, mais pour ça, ça va prendre du financement de... La prochaine demi-heure, le PQ veut freiner le TGV et relance le débat sur son coût. Entrevue avec le député Joël Arsenault. Un hélicoptère américain abattu par l'Iran, Trump promet de répliquer. Et l'actrice québécoise Sophie Fauché s'éteint à 68 ans à la suite d'une longue maladie. Mais d'abord, traverser un drame personnel, puis en faire un projet de loi, c'est ce que décide de faire le député fédéral Luc Berthold, qui veut offrir aux jeunes contrevenants aux prises avec des problèmes de dépendance un meilleur accès à des programmes de traitement plutôt que de simples peines ou des sanctions. Une démarche inspirée directement de la perte de son fils David l'an dernier. Il est avec nous ce soir. Luc Berthold, bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, je tiens à vous offrir toutes mes sympathies, évidemment. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a convaincu de transformer votre expérience personnelle en projet de loi? Bien, écoutez, c'est premièrement
j'ai une chance unique d'être député. Donc, pour moi, c'est possible de déposer des projets de loi, mais ça arrive pas souvent. Il a fallu qu'il y ait un peu de chance pour que je puisse le faire. C'est que à chaque nouvelle législature, on doit piger dans... le greffier de la Chambre pige les 343 noms des députés. On nous met dans un ordre et j'ai été chanceux d'être pigé parmi les 30 premiers. Donc, je devais présenter un projet de loi. Et après l'élection qui a eu lieu pas longtemps après le décès de mon fils, après le résultat du vote, j'ai commencé à parler avec mon épouse. Qu'est-ce qu'on fait? On s'était dit qu'on allait faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi exactement. Donc, cette opportunité-là de présenter un projet de loi s'est présentée. Puis, on a décidé de la saisir pour, effectivement, donner une chance aux jeunes qui, comme David, très tôt sont confrontés à des problèmes de consommation et qu'un jour, le problème de consommation devient un problème tout simplement de vie parce qu'ils sont pas capables d'arrêter, ça devient trop gros. Et on se dit peut-être que si David avait eu accès à des programmes de traitement un peu forcé par la justice quand il était plus jeune, il aurait peut-être suivi un traitement et peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui pour en parler. Mais bon, on peut pas tout refaire le monde, donc on a décidé de se battre pour les amis de David. C'est comme ça qu'on appelle le projet de loi, le projet de loi des amis de David. Tous les jeunes qui, comme David, sont confrontés à ce genre de problème-là méritent de l'aide. Puis moi et mon épouse, on a décidé de se consacrer à ça au cours des prochaines années. Toute une belle mission quand même. Mais concrètement, comment votre projet de loi changerait-il le parcours des jeunes contrevenants? Bien, le projet de loi, premièrement, va parler de traitement de la dépendance dans une loi pour les adolescents. Dans la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il n'y avait pas aucune notion de traitement pour la toxicomanie, pour les problèmes de santé mentale, quoi. Il n'y avait que le recours à des programmes communautaires, référer des jeunes à des organismes, mais il n'y avait pas spécifiquement cette mention-là. Puis pour moi, ça n'avait pas de sens. C'est déjà assez dur de faire face à la consommation. Il y a plein de causes, mais la consommation en elle-même peut cacher d'autres problèmes. Puis des jeunes qui sont pris là-dedans, ne le savent peut-être même pas. Donc, de forcer la justice à tenir en compte que peut-être que ce jeune-là peut être soigné au lieu d'être puni, pour moi, c'est important. Puis deuxièmement, on peut pas juste forcer des gens à suivre des traitements s'ils veulent pas. Vous savez, ça donnera absolument rien. Puis nos adolescents ont particulièrement la tête dure. Donc, faut leur donner un incitatif. Donc, l'incitatif, c'était de dire que le juge, à la toute fin, peut décider de réserver la sentence pour le jeune après son programme de traitement. Et ça, pour moi, ça donne un choix aux jeunes. Ça donne le choix de dire, écoutez, oui, OK, je vais saisir la main qui m'est tendue tout de suite. Je vais voir ce que j'ai, ça se soigne-tu? Si oui, tant mieux. Est-ce que c'est pour moi ou je dois continuer comme ça ou pas? Ou je choisis la voie difficile, la peine, puis continuer sur cette voie-là. Donc, c'est le choix que je veux qu'on puisse offrir aux jeunes le plus tôt possible, le plus jeune possible, parce que mon fils, quand il s'est fait arrêter la première fois pour trafic de... il s'est fait arrêter une seule fois, là, mais quand il s'est fait arrêter pour trafic de crack, il était déjà un adulte. On lui a offert aussi de participer à des programmes. Il a refusé, il voulait pas, il pouvait s'en sortir lui-même. Il a réussi un bon bout parce que c'était un bon gars, David. Tout le monde l'aimait bien. Puis c'est quelqu'un qui avait quand même une belle vie saine, sauf pendant une certaine période. Là. Puis, mais il voulait pas. Il était capable de s'en sortir tout seul. Mais la vie nous a démontré que c'était pas vrai. Il n'a pas été capable de s'en sortir tout seul. Puis on ne saura jamais s'il y avait une maladie mentale ou autre chose qui cachait une grosse peine qu'il ne pouvait pas contenir, qui a essayé de contrôler avec sa consommation. Oui, bien, comme vous dites, c'est vrai qu'on ne peut pas refaire le passé, mais ce que vous faites pour le futur, je vous dis bravo et courage dans votre combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup et merci beaucoup d'en parler parce que le fait d'en parler comme ça, de parler de santé mentale, de parler de ces problèmes-là, ça aide déjà beaucoup de parents. J'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui puis de messages de parents qui vivent la même situation. Donc, merci beaucoup. Tant mieux, merci beaucoup. Maintenant, on revient sur le projet de TGV entre Québec et Toronto. Vous savez, le Parti québécois annonce qu'il veut se retirer de ce projet pour que l'argent soit réinvesti, entre autres, dans l'entretien de nos infrastructures existantes. J'en discute tout de suite avec le député du Parti québécois et porte-parole en matière de transport et mobilité durable. Joël Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, vous avez dit un petit peu plus tôt ce matin que c'est un projet qui ne tient pas la route. Pourquoi?
En fait, on s'attend actuellement à des dépenses pharaoniques qui pourraient atteindre les 200 milliards de dollars. Puis nous, on dit que ça peut être un éléphant blanc comme ce qu'on a connu à Mirabel dans le transport aérien il y a déjà plusieurs décennies. On fait le même genre d'expropriation. Le procédé est accéléré avec le projet de loi C5, mais c'est essentiellement, si on se rendait à ce montant-là, des dizaines de milliards de dollars de l'argent des Québécois qui est investi dans un nouveau projet pour couper des rubans de nouvelles lignes de train, alors que la priorité au Québec, on le sait, on en discute depuis des semaines et des mois, c'est le déficit de maintien des actifs, donc nos infrastructures qui croulent en santé, en éducation, nos routes, et c'est là-dessus qu'il faudrait investir. Mais sur quoi vous vous basez concrètement pour dire que ce projet-là ne répond pas aux besoins réels des Québécois en matière de transport? Tout simplement parce qu'il faut y aller par ordre de priorité. Si on fait la démonstration qu'on a besoin d'un TGV davantage que de rénover les hôpitaux, il n'y a pas que HMR, là. Il y a les hôpitaux de Matane, de Maria, d'Amos, de Sainte-Croix, Drummondville et Mais le fédéral a quand même annoncé une dizaine de milliards pour ces rénovations-là. On parle d'un déficit d'actifs de 45 milliards de dollars de façon générale au Québec. À cela, il faut ajouter près de 50 milliards pour le déficit de maintien d'actifs dans les infrastructures en eau et en eau usée au municipal. Alors, vous imaginez que si le fédéral veut véritablement appuyer le Québec dans ce défi colossal, il doit nous aider dans le domaine du maintien des actifs et des infrastructures. C'est ça qu'on veut lancer comme débat et comme message avant d'inaugurer de nouveaux projets. Mais comment peut-être réparer ce qu'on a déjà. Mais comment arrivez-vous au fameux chiffre de 40 milliards pour la part du Québec, alors que le financement du projet et ses coûts réels sont encore incertains, évidemment? En fait, les coûts réels sont incertains, mais la fourchette qu'on donne aujourd'hui, c'est entre 60 et 90 milliards. Sauf que le 2 février 2025, dans une conférence de presse, on avait évoqué une somme entre 150 et 200 milliards de dollars. Puis quand on regarde les projets qui ont été réalisés au fédéral dernièrement, là, ça a toujours été de 5 à 8 fois plus élevé que la somme initiale. Puis si on regarde un autre projet de TGV qui est en réalisation depuis 2008 sur la côte ouest des États-Unis, c'est passé de 30 milliards à 230 milliards. Fait que ces projets-là sont pharaoniques, sont astronomiques, puis c'est pas là-dessus qu'on devrait investir à l'heure actuelle, selon nous. C'est clair qu'on va en reparler. On a toute une campagne électorale pour en reparler. Merci beaucoup, M. Arsenault, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Maintenant, l'atteinte d'un accord entre les États-Unis et l'Iran vient possiblement d'être compromis. Là, un hélicoptère américain qui a été abattu alors qu'il survolait le détroit d'Ormuz. Le président Trump qui soutient que c'est l'Iran qui a visé l'appareil. Sabrina, donc, il menace l'Iran de représailles? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il est passé des menaces aux actes au cours des dernières minutes parce qu'on vient tout juste d'apprendre que les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran en justifiant la légitime défense. C'est ce qu'on a pu lire ici. Donc, on nous dit qu'il y a des frappes de légitime défense qui ont débuté à 17h, heure de l'Est. Bon, bien sûr, vous dire quand même que tout ça, ça survient, alors comme tu le disais, qu'il y a un avion qui survolait le détroit d'Ormuz qui a été atteint par un drone iranien. Bon, à bord, il y avait 2 pilotes et ils s'en sont sortis indemnes. Mais déjà, sur Truth Social, Donald Trump a dit que les États-Unis se doivent de riposter à cette attaque. C'est ce qu'on voit d'ailleurs présentement. Il faut dire que c'est la 2e fois qu'un appareil avec un équipage est abattu par l'Iran depuis donc le début de la guerre, le 28 février dernier. Les propos quand même de Donald Trump ne sont pas passés inaperçus, parce que dans les mêmes moments de sa publication, il y a le président du Parlement iranien qui avait mis en garde contre tout manquement à leur engagement et avait menacé d'une escalade si les efforts diplomatiques échouaient. Mais bon, quand même, toutes ces déclarations et ces menaces d'escalade et des menaces qui sont passées en fait à la réalité, ça change vraiment avec l'optimisme qu'avait aujourd'hui Donald Trump, parce qu'un petit peu plus tôt, il avait déclaré, bon, on est sûrement à 2-3 jours, en fait, d'avoir un accord avec l'Iran. Bon, vous me direz, ça fait plusieurs fois qu'il l'a dit, selon CNN, même 38 fois depuis le début de la guerre, mais quand même, on va aller l'écouter. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. À Washington, les sénateurs ont été nombreux à réagir à cet avion qui s'est écrasé du côté du détroit d'Ormuz. Et pendant ce temps, le président got into this without a strategic goal or a plan or a timeline, and now he finds himself
himself backed into a corner, and they're flailing. It's what I expected. That the servicemen and women, whoever was on it, are safe. And I think it's very important that we continue to build our drone technology to be able to, fight the next war. Donc là, maintenant, un accord entre l'Iran et les États-Unis, est-ce toujours possible avec ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes? C'est-à-dire que là, maintenant, les États-Unis sont en train de bombarder l'Iran depuis 17 heures, heure de l'Est. Bien que Donald Trump nous disait qu'il y avait possiblement un accord dans les 2-3 prochains jours, eh bien, on reste à parier que ça pourrait peut-être prendre un petit peu plus de jours. Merci, Sabrina. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, on devait peut-être annoncer cet accord possible finalement. C'est tout un changement de ton. Tout se bouscule avec M. Trump en l'espace de quelques heures seulement. Bien, écoute, il faut le dire, il dit n'importe quoi. Alors, chaque fois qu'il a annoncé la fin de la guerre, Sabrina vient de dire qu'il y a une compilation qui l'évalue à 38 fois, mais en même temps, l'Iran disait non, c'est pas vrai. Et donc, il y a tout un jeu autour de ça. Donald Trump veut que cette guerre finisse. Le problème, il n'a pas gagné, il l'a plutôt perdu. Elle a coûté très, très cher et rien n'est réglé. Alors, est-ce qu'il s'acharne? Parce que là, bon, les représailles aujourd'hui, c'est une forme de... Ils sont un peu, entre guillemets, obligés de répliquer quand un hélicoptère avec 2 pilotes est abattu par l'Iran. Évidemment, les 2 pilotes américains ont survécu, mais... donc, c'est une réplique. Je pense pas que ça veut dire que c'est la fin des négociations. En même temps, comme disait Sabrina, il y a d'autres sources qui le confirment, il y a un genre de schéma d'accord sur le nucléaire. Alors, il va falloir qu'elle finisse. Donald Trump veut finir la guerre en disant que c'est un triomphe, mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. Pour l'instant, loin de là. On va continuer, évidemment, de jeter un œil là-dessus, mais je veux qu'on parle ensemble, Yves, des primaires qui sont en cours. Il y en a en Caroline du Sud, au Nevada et au Dakota du Nord, mais l'élection qui retient l'attention, c'est la primaire démocrate dans le Maine, et il y a un favori dans la course. Là. Oui, alors, donc, les partis choisissent leurs candidats pour l'élection, et le Maine, c'est un endroit très important pour les démocrates pour gagner le Sénat. Parce que là, il y a Susan Collins, qui est la sénatrice républicaine, modérée. Elle vote des fois contre son parti, mais ça reste quelqu'un qui est une républicaine. Et là, les démocrates croient qu'ils avaient une chance avec M. Platner, Graham Platner. C'est qui? C'est un gars qui a une ferme d'huîtres. Il fait de l'ostéiculture dans le Maine. Il n'y a pas plus Maine que ça, à part du homard. Et quelqu'un de très... controversé, là. Oui, mais au début, les gens le trouvaient très sympathique. C'est un homme près du peuple. Mais il y a toutes sortes de choses qui ressortent sur lui, notamment des relations un peu tumultueuses avec des femmes. Rien de criminel. Une croix gammée qu'il a eue, qui s'est fait tatouer quand il était dans l'armée. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était une croix gammée. Ensuite, on a vu que dans son bataillon, on savait très bien ce que c'était. Et là, tout d'un coup, les démocrates sont pris avec lui parce que l'autre candidate contre lui s'est désistée. Et ça va donc être probablement lui qui va gagner. Plusieurs personnes... Avec les controverses qui vont avec. Exactement. Alors, est-ce qu'ils vont se tirer dans le pied en perdant un État qui pourrait gagner et ensuite peut-être gagner le Sénat? Et ça, c'est la clé pour pouvoir contrôler Donald Trump à partir du mois de janvier, Marie-Christine. À suivre. Merci beaucoup, Yves. À demain. Un peu plus de 2 semaines avant les festivités de la Fête nationale, les artistes du grand spectacle déjà en préparation. Les détails au retour. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Marie-Christine. En dernière heure sur la scène culturelle, il faut parler du décès de la comédienne Sophie Fauché à la suite d'une longue maladie. Elle avait 68 ans. La comédienne qui a été très présente au petit et au grand écran. Ouais, on l'a vu dans des émissions comme Le cœur a ses raisons, 4,5, et plus récemment dans la dernière saison du Retour d'Anna Brodeur. Au cinéma, évidemment, qu'elle a été très marquante. Je pense entre autres à Laurence Anyways de Xavier Dolan, dans Ding et Dong le film, La face cachée de la lune. Présente aussi au théâtre, hein? Je pense au Duplex. Elle devait être du Duplex cet été, puis bon, elle avait dû annuler sa présence là, pour des raisons de santé. Plusieurs livres jeunesse pour Sophie Fauché. Je pense à Frida, La reine des couleurs. C'est inspiré
entre autres, de l'une de ses muses, l'artiste peintre Frida Kahlo. Sophie Fauché, qui était la fille de la comédienne et animatrice Françoise Fauché et du réalisateur et metteur en scène Jean Fauché. Évidemment, toute l'équipe de Nouveau Info se joint à nous pour souhaiter nos sympathies à ses proches. Maintenant, un sujet beaucoup plus léger, ça va nous faire du bien. À 2 semaines des fêtes de la Saint-Jacques, les artistes qui sont déjà donc en répétition pour le grand spectacle. Répétition de la fête nationale qui va se dérouler sur les plaines d'Abraham le 23 juin. On a un extrait des répétitions cet après-midi. Voyez la douzaine d'artistes qui sera sur scène, entre autres, Mélissa Bédard, Marie-Mé, Claude Dubois, Marie-Denise Pelletier. Il est encore en forme, il se tient encore debout, il est encore là. Il va être sur les plaines le 23 juin prochain. Et on met de l'avant le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur cette année pour la fête nationale. Pierre-Luc Funk est le porte-parole. Donc, 23 juin sur les plaines d'Abraham, présenté à Télé-Québec, ainsi que sur les ondes de Rouge. Et 3e saison de la série Belle-Fleur. Série Belle-Fleur, 3e saison, où on ajoute à la distribution Louise Portal et Jean-Carl Boucher. On retrouve notre gang d'amis qu'on aime qui, des hauts et des bas pour cette gang d'amis-là, autant dans leur vie personnelle que dans leur groupe d'amis. Donc, les 2 premiers épisodes de juillet sur Crave. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne soirée. Yannick, Andréane, bonsoir. Allô. Alors, est-ce qu'on sait quel gardien des Hurricanes va affronter les Golden Knights ce soir? Rod Brindamour, l'entraîneur des Hurricanes, le sait, mais il ne l'a pas dévoilé encore. Brandon Bossy, qui avait complété le match numéro 3 samedi, ou encore Frédéric Anderson, qui avait été chassé après avoir accordé 4 buts. Donc, on le saura en début de rencontre. Quel suspense. Quel suspense, c'est incroyable. C'est comme le dossier des gardiens à Montréal. Ça. Les Hurricanes qui veulent créer l'égalité. Mais les Hurricanes sont une des meilleures équipes de la Ligue nationale à l'étranger. Ils ont mérité 24 victoires cette année. Et en série, c'est 6 victoires en 7 sorties. La dernière fois qu'ils ont perdu 2 matchs de suite à l'étranger, 12 et 13 janvier dernier. Alors, ça dit tout. Les Hurricanes qui aimerait bien s'en retourner en Caroline à égalité 2-2. Et des belles images en provenance du Centre Bell captées en fin de semaine. Il y a des membres du fan club du Canadien qui ont été invités à peindre la glace du Centre Bell. Alors, des jeunes très heureux, sourire éclatant. Youpi même était sur place. Alors, un bel événement. Ça prend Youpi, évidemment. Ça prend Youpi toujours. Voilà. Alors, avant de faire fondre la glace jusqu'à la prochaine saison. Bonne idée. Maintenant, premier match pour le duo Serena Williams et Victoria Mboko à Londres. Oui, absolument. Et ça s'est très bien passé. Elles ont remporté leur duel en 2 manches face à la paire de Nicole Mellicard-Martinez et Erin Routliffe, qui était 3e tête de série. Donc, on peut parler d'un retour réussi pour Serena Williams, qui, à 44 ans, elle disputait un premier match depuis les internationaux des États-Unis en 2022. Et l'Américaine a eu de bons mots pour la jeune Victoria Mboko. Elle a dit qu'elle avait eu beaucoup de plaisir avec elle et qu'elle se complétait naturellement. Et là, leur prochain match, ce sera contre une autre Canadienne, Leilani Fernandez, et sa coéquipière Laura Sigmund. Fernandez, d'ailleurs, qui a perdu en simple plus tôt aujourd'hui. Quelques mots sur Gabriel Diallo, qui n'a fait que passer au tournoi de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Il s'est incliné en 3 manches contre le Français Adrian Manarino. C'est dommage parce qu'il avait remporté le tournoi l'an dernier. La ville de Toronto qui est complètement en Coupe du Monde en ce moment. Oui, il y a de l'effervescence en ville. Ça commence en fin de semaine. Le Canada, évidemment, qui va disputer son premier match contre la Bosnie, c'est vendredi. Le Canada qui a quand même de bonnes chances dans son groupe de se qualifier pour les 8e de finale. Alors, la Bosnie vendredi, le Qatar le 18 juin et la Suisse le 24 juin vont compléter donc cette ronde préliminaire. Et en terminant, vous voulez nous parler d'une initiative qui a du chien? Oui, c'est la 3e édition de l'événement Stanley Pop qui a eu lieu hier. En fait, c'est une compétition canine entre 32 chiens aux couleurs des équipes de la Ligue nationale. Ce sont tous des chiens qui sont ou qui étaient disponibles à l'adoption parce que 30 des 32 chiots ont trouvé preneur depuis hier. On a trouvé, Marie-Christine, quelques noms de joueurs de hockey avec les noms d'un chien. Oui. Alexandre Terrier, Corgi Carbonneau, Philippe Danois... et Zachary Boldock. C'est bon, c'est pas pire. C'est là. Je suis contente. Oui, c'est mieux. T'as aimé le Philippe Danois, hein? Oui. C'est bon. Salut, Yannick. J'ai gagné mon pari. Salut. Bye. Salut.
spectacle aussi impressionnant que dangereux, ça s'est produit samedi soir sur une autoroute du Tennessee. Un véhicule qui transportait des feux d'artifice qui a pris feu, puis disons que ça a déclenché le spectacle avant le temps. Une série d'explosions avec des étincelles dans toutes les directions. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le conducteur, quand même, a été sanctionné parce qu'il n'avait pas de certification requise pour transporter des matières dangereuses. Salut, Michel. Allô, Marie-Christine. Alors, de quoi on débat ce soir? Ce soir, on revient un peu sur l'entrée en fonction hier de Louise Arbour, qui est dans ses premiers jours dans cette fonction qui a été pas mal mise à rude épreuve lors de la nomination de Mary Simon. On se souvient, oui, Mary Simon, c'était la première Inuk à être nommée à ce poste-là. Ça a marqué l'histoire, mais c'est son bilinguisme qui a remis tout en question. Il y en a beaucoup qui se disent, bien, c'est juste un poste symbolique. Bref, avec Louise Arbour, qui est reconnue pour sa rigueur, son bilinguisme, son rayonnement, on vous demande, est-ce qu'elle peut redorer l'image du poste de gouverneur général du Canada? Elle a quand même tout un CV, Mme Oui, Arbour. Exactement. Très connue, entre autres, au Québec, mais un peu partout au Canada et même dans le monde. Alors, on débat de ça ce soir avec Alain Reyes, Déborah Cherenfant, Jacinthe Varel et François Lambert. Bonne émission, Michel. Bye-bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.